Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 10 décembre 2023. Aujourd'hui, on se fait plaisir et on rencontre des invités, chroniqueuses qu'on a reçues pendant la saison précédente pour le plaisir d'aller plus loin avec elles pour prendre de leurs nouvelles. En deuxième partie d'émission, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Catherine Lapointe, qui est entre mai et septembre derrière le volant de sa formidable caravane littéraire, qui est maintenant conseillère pédagogique au CSS des Découvreurs. Avec elle, on verra comment les enseignants peuvent faire des liens entre la littérature et différents thèmes du programme Culture et citoyenneté québécoise. Toujours en deuxième demi-heure, Marie Barguirgian et Mathilde Routy nous font découvrir l'album Les Oiseaux de Germano Zullo et Albertine, publié par La Joie de lire. Et comme d'habitude, on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, on retrouve avec plaisir l'autrice, conseillère pédagogique et médiatrice culturelle, Stéphanie Boyer. Sonia Simard nous présente des suggestions de lecture pour Noël dans la chronique Coup de cœur de libraire. Encore une fois, tout plein de livres et de découvertes sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. On a déjà reçu notre invité d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez aller réécouter ou écouter l'entrevue dans l'émission du 30 avril dernier, qui est archivée sur le site. Mais on avait cette fois-là manqué de temps pour parler de tout ce qui occupe sa vie trépidante. Alors, on a décidé de l'inviter à nouveau cette année. Bonjour Stéphanie Boyer. Bonjour Marie, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous et ça me fait bien rire la vie trépidante. mais c'est parce que c'est vrai. Je l'ai mentionné en début d'émission, Stéphanie, vous êtes autrice jeunesse, conseillère pédagogique, médiatrice culturelle. Sur le site de Communication Jeunesse, je vous lis ce qu'on peut lire à propos de vous. Stéphanie aime les yeux qui pétillent et les éclats de rire qui n'en finissent plus, la poésie, et l'humour du quotidien sont d'ailleurs ce qui l'inspire à écrire. Lorsqu'elle n'invente pas des histoires pour les enfants, Stéphanie est conseillère pédagogique en Outaouais et consultante pour différentes maisons d'édition et organisations culturelles. Elle a ainsi le privilège de travailler chaque jour avec des personnes qui ont à cœur de stimuler l'intelligence, la sensibilité et l'imagination des enfants. Vous êtes aussi maman de 2 petites filles, ça c'est pas écrit sur le site de Communication Jeunesse. Et cette session-ci, vous assumez une charge de cours à l'Université du Québec en Outaouais, en didactique de la lecture littéraire et de l'oral. Est-ce que vos journées sont plus longues que les nôtres, Stéphanie? Non, mais blague à part, vous faites comment pour concilier travail, c'est-à-dire l'enseignement, l'accompagnement, l'écriture et famille? Merci de soulever ça, parce que c'est vraiment un élément auquel je réfléchis beaucoup dans la dernière année. Auquel j'ai réfléchi beaucoup durant la dernière année. J'étais en congé de maternité, j'ai offert la charge de cours. Et pour moi, ces 3 chapeaux-là sont vraiment très importants. Ils s'entremêlent puis ils se nourrissent beaucoup. Donc, c'est sûr que depuis que je suis maman, j'ai l'impression que je vais plus jamais manquer d'idées pour écrire. Puis le fait d'être en contact comme ça avec des enfants, avec le milieu de l'éducation, je trouve ça extrêmement enrichissant de voir différents milieux, différents rapports à la lecture. C'est sûr que quand je porte ces chapeaux-là de maman ou de professionnelle de l'éducation, je suis vraiment dans une posture de care, dans cette approche-là, où on est dans la reproduction du monde social. Ouais. Puis des fois, on donne tellement que c'est dur après d'être dans une posture plus de production, de création. Et là, pour moi, ça m'a vraiment amené à redéfinir qu'est-ce que ça voulait dire être autrice ou créatrice et à m'éloigner peut-être de certains modèles qu'on voit souvent, là, donc l'idée d'écrire à chaque jour, à chaque semaine,
Autant j'admire ça, puis je trouve que c'est important d'être dans l'action parce qu'on apprend beaucoup en écrivant. Pour moi, là, dans la dernière année, c'était vraiment pas quelque chose qui était compatible. Puis pourtant, je me suis dit, oui, moi, je me considère comme une autrice et j'ai vraiment le goût de m'engager à long terme. Donc, ça m'a amené vraiment à redéfinir la création plus dans un rythme lent, puis vraiment dans une perspective à long terme. Puis aujourd'hui, quand je suis dans des saisons de ma vie où, disons, c'est mon rôle de maman, mon rôle de professionnelle d'éducation qui m'occupe plus, je vois aussi comme une période où il y a des choses, c'est pas un travail, je suis pas devant l'ordinateur ou devant le papier en train d'écrire, mais il y a des choses que je vis, des choses parce que c'est tellement lié, ces éléments-là, qui sont un peu en gestation, en train de mariner dans mon bocal Ouais. de cornichons qui vont sortir Puis, bientôt. puis c'est du travail quand même, hein? On va parler de cette nouvelle expérience d'enseignement pour vous à l'UQO, de ce cours que vous donnez à des étudiants au bac en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, donc un cours de didactique de la lecture littéraire et de l'oral. Qu'est-ce que c'est? Hmm. C'est le plus beau cours du programme de formation. C'est un cours, moi aussi, blague à part. Oui. C'est un cours où ma mission, ma mission, c'est ça, c'était vraiment d'outiller les futurs enseignants et enseignantes à développer différentes habiletés de pensée des enfants avec la littérature. Donc, on va parler du raisonnement, de la pensée critique, de la créativité, de l'empathie, toutes des habiletés de pensée de haut niveau. Mhm. Puis c'est un travail qui est quand même vraiment exigeant parce que ça demande une bonne connaissance de la littérature jeunesse. Puis là, quand je parle de connaissance de la littérature jeunesse, c'est pas juste connaître les titres qui se Mhm. font, même si c'est quand même important, mais c'est beaucoup plus, disons, ambitieux, là, exigeant que ça. C'est comprendre les mécanismes de construction, les procédés littéraires, puis surtout l'impact que ça a chez les enfants, chez les lecteurs et les lectrices, à quel type de lecteurs et de lectrices on s'adresse. Ça, c'est intéressant parce que souvent, pour moi, on remet un peu, ben pas tout le monde, mais je rencontre des fois des gens qui me disent, ben pourquoi c'est si important la littérature jeunesse? Pourquoi pas seulement parler des stratégies? Puis il y a un grand courant là-dedans où Ouais, on cherche quelque chose qui est décontextualisé. ouais. Mais pour moi, c'est vraiment important. Et là, j'enchaîne rapidement, mais il y a aussi toutes les connaissances, les approches en didactique de la lecture littéraire et aussi toutes les dimensions qui forment une réelle identité de lecteur et lectrice. Parce qu'on sait qu'il y a un nombre quand même assez important d'analphabètes fonctionnels dans notre société, Mhm. puis même des gens qui ont une formation universitaire, parce que si on continue pas à mobiliser ces habiletés-là, ben c'est sûr que c'est comme le sport, si on n'utilise pas ses muscles, ben la performance décroît. Donc, on se rend compte que quand on forme les élèves, pas les élèves, mais les enseignants, les futurs enseignants, on Ouais, doit penser à tous ces éléments-là. C'est un beau privilège, c'est ouais. extrêmement stimulant, c'est un beau défi. Oui, c'est un beau défi, mais c'est exigeant, mais c'est vrai, vous le dites, c'est stimulant. Il y a plusieurs de nos auditeurs, auditrices qui sont des enseignants ou des enseignants eux-mêmes et qui sont amoureux de lecture. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer comme livre de base en didactique de la lecture, soit un classique ou un plus récent? Pour préparer le cours, j'ai lu ou relu plusieurs des ouvrages. Puis, il y a deux livres qui m'ont vraiment marqué. C'est L'importance des mots de Peter Johnson, qui était adapté par Yves Nadon chez Chenelière Éducation, et Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture, écrit par Clémentine Beauvais. Ça reste des livres très concrets. Là. Il y a plusieurs exemples, mais pourquoi j'aime particulièrement ces livres-là, c'est qu'au-delà du quoi ou du comment, on touche vraiment le pourquoi, on touche des éléments qui sont super importants pour moi, puis à force d'accompagner des enseignants, puis avec cette expérience-là de charge de cours à l'université, je me rends compte que avant de parler de ces éléments-là, on doit souvent se pencher sur nos propres croyances par rapport à l'enfance, par rapport aux enfants, par rapport aussi à l'intelligence, puis à la réussite, par rapport au rôle de l'éducation, puis notre posture aussi comme enseignant. Et je trouve que ces livres-là vraiment traitent de ces enjeux-là avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. C'est pas forcément dit de façon explicite, mais on peut vraiment lire entre les lignes puis voir qu'il y a toute une réflexion. Ben, en fait, ce que je devrais dire pour être juste, je pense que les croyances, la Ouais. posture ontologique par rapport à ces éléments-là, elle résonne avec la mienne, donc c'est pour ça que j'aime particulièrement ces ouvrages. Oui, ben
Et je trouve ça intéressant de mettre l'accent sur les croyances. Ça teinte les interventions qu'on a. Donc, revenir sur ces croyances-là, travailler là-dessus et réfléchir là-dessus, c'est vraiment pertinent. Oui, allez-y. Avez-vous la chance d'en lire? Avez-vous la chance de lire l'un de ces ouvrages-là? Pas ceux-là, je les connais pas. Alors, je les ai notés. Génial. Un des aspects sur lequel je voulais revenir à la suite de notre première entrevue, Stéphanie, parce qu'on avait clairement manqué de temps, c'est à propos de votre formation en philosophie pour enfants et de votre expérience comme conseillère pédagogique au Burkina Faso. Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de voir votre travail avec les enfants puis votre démarche d'écriture? Oui, merci. Merci pour cette question. Oui, j'ai eu le privilège d'avoir une formation en philosophie pour enfants. Puis en fait, dans l'approche de la communauté de recherche philosophique, une approche qui a été développée par Matthew Lipman, ce chercheur-là explique qu'au sein de cette communauté-là, on va développer une pensée qui est tridimensionnelle. Donc, les trois C, une pensée critique, créative, et en anglais, on dit caring, donc attentive, qui était traduit en français. Puis, vous avez peut-être remarqué que quand je vous ai parlé de mon rapport au cours, je me suis un peu approprié ces différents éléments-là. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui, finalement, teinte mon approche à la littérature. Je me demande toujours à quel type de lecteur, à quel type de lectrice est-ce qu'on s'adresse avec ces livres-là? Quel genre de rapport aussi, parce qu'on s'entend que la plupart des livres pour la jeunesse, ce sont des livres qui sont écrits par des adultes. Donc, quel genre de rapport est-ce que l'adulte, auteur-autrice, entretient avec son lectorat qui est formé d'enfants? Donc, est-ce qu'on lui laisse des espaces de liberté pour interpréter le récit de façon personnelle? Est-ce qu'on convoque aussi une pluralité qui permet justement à l'enfant de prendre position par rapport à ça? Donc, tous ces procédés d'écriture-là qui, toujours pour revenir à cette posture que l'enfant adopte en lisant le livre. C'est bien d'en tenir compte, hein? Lors de votre première entrevue, en avril dernier, on avait aussi parlé de quelques-uns des livres pour enfants que vous aviez déjà publiés à ce moment-là. Donc, Le cycle du silence, la poésie à propos des menstruations. C'est un livre qui figurait parmi les finalistes du prix Expiègle 2023 des bibliothèques scolaires. On avait parlé de Un ciel sans oiseaux, basé sur un fait vécu à propos d'écologie. Aussi de Je n'ai rien dit sur l'intimidation du point de vue du témoin. D'ailleurs, le lauréat du prix littéraire des passeurs culturels en éducation, bravo. Et on avait aussi parlé de Papa est de retour, sur le retour auprès de son fils d'un papa parti depuis longtemps à la guerre. Très, très bel album, très émouvant. Moi, j'aimerais qu'on parle des quelques-uns de vos autres livres qui sont déjà parus ou qui sont sortis depuis notre dernière rencontre. Et d'abord, il y a Vas-y, un album sur le track, une autre collaboration avec Elisa Gonzalez qui a également illustré l'album Je n'ai rien dit. Est-ce que vous prévoyez une prochaine collaboration avec cette illustratrice? Oui, on va collaborer ensemble sur le prochain livre, notre prochain livre, en fait, qui va paraître au mois de février. C'est une série d'enquêtes policières humoristiques. C'est très différent de ce qu'on a écrit. Très inspiré de mon expérience de conseillère pédagogique, mon souci d'écrire des livres accessibles, mais qui stimulent quand même les habiletés de raisonnement des enfants. J'étais très contente qu'Elisa accepte de m'accompagner dans cette aventure-là. Pour moi, quand j'ai des coups de cœur comme ça pour le travail de création, puis aussi les personnes, j'ai vraiment envie de poursuivre puis de faire le plus de collaborations possible parce que quand on creuse une relation, c'est sûr que le travail qui en résulte est toujours beaucoup plus riche. Oui. Après ça, c'est pas nécessairement toujours possible, mais oui. Mais on aime ça enrichir le lien. Hein? En mai dernier, chez Soulière Éditeur est paru La Louve et l'enfant, aussi avec les illustrations de Laura Vandal. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
La Louve et l'enfant, c'est une réécriture en vers libre du Petit Chaperon rouge qui aborde les thèmes de l'ouverture à l'autre et de l'amitié. Mhm. Puis, quand je le présente, j'explique là, que c'est une réécriture du Petit Chaperon rouge, mais un des procédés d'écriture que j'ai employé dans ce livre-là, c'est le dévoilement progressif d'informations, qui est très inspiré des mécanismes de construction des récits d'enquête. On voit que je suis... Ah ben oui, on est dans le thème Juste des ici. petites choses. Donc, je pense qu'un des plaisirs pour les enfants, c'est de lire et tranquillement découvrir hein, qu'en fait, c'est une réécriture du Chaperon rouge. Puis qu'on le découvre ou pas, je pense que c'est assez clair là, quand on le découvre, mais Mhm. on peut avoir différents degrés de lecture. Et d'ailleurs, tantôt, vous m'aviez parlé de mon expérience au Burkina Faso, mais dans ma dédicace, je le dédicace à toutes les personnes que j'ai rencontrées au Burkina Faso parce que pour moi, un des éléments qui était marquant dans cette expérience-là, c'était vraiment la rencontre, le dialogue interreligieux. Et ben, ça m'a beaucoup inspiré pour les thèmes Ah, de ce livre. d'accord. Et pendant l'été est paru aussi Mais où sont les cheveux de Momo chez Crackboom? Et les illustrations sont de Caroline Hamel. Vous nous en aviez parlé, vous aviez mentionné l'humour, votre rapport à l'enfance et ce besoin d'écrire pour les plus petits. Vous l'avez présenté dans quelques salons du livre, vous l'avez lu à quelques occasions, à des groupes de petits. Comment ils réagissent? Ah, c'est vraiment des moments bonbons. Je suis vraiment contente là, d'avoir ces invitations-là pour aller le lire. Surtout ce livre-là, c'est un livre assez minimaliste, hein. Il n'y a pas beaucoup de mots. C'est un livre qui est beaucoup pensé pour être animé, lu à voix haute, Oui. faire participer les enfants, questionner. Donc, le fait de pouvoir l'animer, c'est un beau cadeau quand même, parce que je peux voir l'impact, l'effet, puis construire cette relation-là avec les enfants, le temps d'une heure, c'est ça, d'un moment du conte. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture sur le feu, Stéphanie? Oui, ben là, ces dernières semaines, je replonge là, dans l'écriture et je suis en train de préparer le deuxième tome de ma série d'enquête, Béatrice Enquêtrice, et beaucoup de choses dans mes bocals de cornichons qui sont en train de mariner et que j'ai très hâte d'avoir le temps de mettre sur papier. Ah, d'accord, on n'en dit pas plus. Ça veut dire on va être obligé de vous réinviter avec le grand plaisir qu'on a toujours. Et en terminant, Stéphanie, si vous connaissez la tradition à Images et mots, à Mhm. voix haute, on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Est-ce que vous avez une nouvelle suggestion pour nous? Ah, ça, c'est une question vraiment Piège. difficile. Comme la dernière fois, j'avais dit, j'avais choisi un album. Cette fois-ci, j'ai décidé d'opter pour un roman. Et comme je vous ai parlé de Clémentine Beauvais, là, je vous ai parlé de son ouvrage qui était plus théorique, Oui. j'avais envie de suggérer aux lecteurs, aux auditeurs et aux éditrices de lire Les Facétieuses. C'est un de ces romans Les que j'ai... facétieuses. Oui, Facétieuse. Oui. Je suis pas sûre que je le prononce bien. On dit facétieuse, je pense. Oui, ah, parfait. Ben, merci pour la correction. Fait que J'espère bref, que c'est bon. C'est Clémentine Beauvais, hein, c'est ça? oui, puis Oui. juste pour dire rapidement pourquoi c'est sûr que Clémentine, c'est une virtuose de l'écriture, mais imaginez un livre qui porte qui est une critique hein, des privilèges de classe, dans lequel on fait même référence à Bourdieu, Ah donc des oui. sujets quand même très sérieux, très universitaires, mais écrit avec un brin de folie, beaucoup de lutisme. On rit en lisant cette histoire-là. On ne sait pas quelle est la frontière entre le réel et le faux. On pourrait dire que c'est même une réécriture de Cendrillon. À un certain moment donné, on se demande, ben, coudonc, est-ce que la marraine, la bonne fille, ça existe vraiment en France? Ah Elle oui. est extraordinaire, vraiment. Je le recommande fortement. Et ça s'adresserait à quel public? J'aime pas trop attribuer un âge, là, mais c'est pour quel lecteur? Ah, c'est pour les adolescents, puis OK. les bons lecteurs. Des bons Les bons lecteurs, lecteurs. disons, les lecteurs qui ont développé, qui aiment lire. OK. Et qui sont plus autonomes aussi. Oui. D'accord. Oh, merci à vous, Stéphanie Boyer. Merci d'avoir pris à nouveau ce temps-là avec nous. On vous souhaite de continuer à créer des communautés de lecteurs autour de vous et de continuer à contribuer si habilement à la littérature jeunesse d'ici. Au grand plaisir, Stéphanie. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me permet à chaque fois là, ça approfondit ma réflexion sur la littérature jeunesse et j'en suis extrêmement reconnaissante. Ah ben, Merci. nous aussi, merci beaucoup. Au revoir.
chronique coup de cœur des libraires. On retrouve maintenant une collaboratrice précieuse. Bonjour, Sonia Simard. Bonjour, Marie. Très, très heureuse de vous retrouver, Sonia. Jusqu'au printemps dernier, vous étiez à la librairie Monet de Montréal et vous êtes maintenant établie à Rimouski. Vous êtes maintenant libraire à la librairie L'Alphabet. C'est bien ça, d'avoir le fleuve, l'air salin, la vue en prime? Oui, complètement. Ça fait un bien fou d'avoir tout ça. Oui, bien sûr. Oui. Profitez-en bien. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir poursuivre cette précieuse collaboration avec vous. Vous nous présentez vos coups de cœur de libraire sur un thème de saison, des livres pour Noël. On vous écoute, chère Sonia. Oui, alors mon premier livre, en fait, s'intitule Le voyage du sapin de Noël. C'est une histoire, en fait, c'est une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie que je ne connaissais pas du tout. En fait, à chaque année, la ville d'Oslo offre à la ville de Londres un immense sapin de Noël. Il essaie de choisir le plus beau possible. Le sapin part de Oslo pour se rendre à Londres et en fait, c'est vraiment un symbole de paix et parce qu'en fait les Britanniques ont soutenu Oslo en fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, exactement. Alors, c'est vraiment un symbole de paix pour eux, ce sapin-là. Et à chaque année, justement, le sapin se rend à Londres. Et il y a un poème qui est écrit par un Britannique ou une Britannique. Dans ce cas-ci, c'était Julia Donaldson qui a écrit le poème. Et le livre, en fait, raconte intégralement l'histoire que je viens de vous raconter. Donc, le grand sapin qui s'en va en voyage en bateau jusqu'à Londres. Mais c'est vraiment le symbole de paix derrière ça que je trouvais important. Je pense qu'on en a bien besoin encore aujourd'hui. Oui, donc, de plus en plus. Peut-être un petit peu atypique comme histoire de Noël, mais je trouvais que le symbole de paix est important dans cet album-là. D'accord. Et l'éditeur, c'est Scholastique. Oui, Scholastique, bien sûr. D'accord. Mon autre coup de cœur, celui-là est vraiment date de cette année, qui s'appelle Le Père Noël gaspille aux éditions de la Bagnole. Donc ça aussi, je trouvais ça bien d'en parler. En fait, c'est pas du tout, on n'est pas dans la morale, là, mais on essaie. En fait, on se dit qu'on a beaucoup de gaspillage, n'est-ce pas, à Noël. Et ce qui arrive dans cette histoire-là, c'est que les lutins débarquent, des nouveaux lutins qui débarquent au royaume du Père Noël et qui se disent mais nous, on est tannés de fabriquer des nouveaux jouets. On aimerait ça pouvoir en récupérer aussi. Le Père Noël trouve que c'est une drôle d'idée, mais va quand même se lancer dans le projet et va livrer des cadeaux qui seront recyclés. On a même une petite recette à la fin de biscuits qu'on appelle tout ski pour le Père Noël. En fait, de tout ce qu'on a dans le frigo ou dans notre garde-manger qui peut faire des biscuits. Donc, on parle de, c'est ça, peut-être de la surconsommation aussi à l'intérieur de ce livre-là. Alors, assez intéressant. Je trouvais que c'était un petit coucou le fun dans le temps des fêtes. C'est de Florence Léa Siri, Catherine Petit, c'est chez La Bagnole. D'accord. Exactement. Un troisième. Alors, cette fois, on est dans le peut-être plus traditionnel. Ça s'appelle Le Père Noël et les Trois ours aux éditions Grund. En fait, cette fois-ci, on mélange un peu histoire de Noël et conte traditionnel. En fait, ce qui se passe, c'est que le Père Noël s'en va faire sa livraison de cadeaux et à un moment donné, ressent une grande fatigue, voit une maison qui est la maison des trois ours. Alors, il rentre à l'intérieur, les trois ours l'accueillent et le Père Noël s'endort, incapable de réveiller le Père Noël. Donc, le père des trois ours dit on va faire appel à la brigade des contes. Alors, débarque Blanche-Neige, le petit bonhomme en pain d'épices. Alors, tous ces gens-là vont assurer le transport des jouets pour le dernier le dernier voyage. Celui qui restait à faire, exactement, au Père Noël. Donc, ça c'est quand même assez amusant. C'est des belles illustrations qui s'adressent vraiment plus aux plus petits cette fois-ci, là. Mais oui, vraiment un bel album. Super. Est-ce que vous pouvez... un autre, peut-être? Oui. Moi, je voudrais que vous nous parliez de comment fait le Père Noël pour passer dans la cheminée.
Oui, bien, c'était celui-là, c'était mon oui? prochain. Oui, Good. oui, oui. En fait, Marc Barnett et John Klassen, un duo qu'on connaît Qu'on très bien. adore, Oui, oui. qu'on adore. Alors, cette fois-ci, oui, c'est assez drôle. C'est une histoire assez humoristique où on voit le Père Noël qui est sur le toit, puis on se dit, mais comment il fait pour passer par la cheminée? Comment il fait pour se rapetisser suffisamment? Est-ce qu'il passe par la tête, par les pieds? Et s'il n'y a pas de cheminée, mais qu'est-ce qu'on fait? On Ouais. est pas passer par la porte, on n'a pas la clé, est-ce qu'on passe par la fente de la boîte aux lettres? Enfin, toutes ces situations cocasses-là qui sont mis en scène pour à la fin, on se dit, ah, mais finalement, peu importe comment il fait, l'important, c'est qu'à chaque année, il soit là. C'est ça qui est important. On a le temps pour un petit Oui, une dernière OK. suggestion. OK. Alors, je vais y aller avec le sapin de Noël dont personne ne voulait Oui. aux éditions, en fait, c'est Mine Édition. Des illustrations que moi, chaque fois, j'adore, je suis toute en délicatesse, mais c'est l'histoire d'un sapin, évidemment, qui est petit, un peu tout croche, et c'est Noël, c'est Noël qui approche, et tout le monde vient couper leur sapin de Noël, sauf notre sapin, lui, qui est mis de côté parce qu'il est pas assez beau. Alors, il se trouve un peu malchanceux, mais tous les gens de la forêt, tous les animaux de la forêt vont venir le garnir avec des feuilles mortes, avec toutes sortes de choses, et ça va devenir le sapin en fait, de la forêt. Donc, voilà. C'est lui, c'est là l'arbre finalement qu'on Oui, choisit. exact. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Sonia. On va mettre sur le site de l'émission les liens vers les titres que vous avez mentionnés et d'autres, parce que vous en aviez d'autres en réserve aussi. Oui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à Rimouski. Au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye. Je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est très important parce que ça m'amène à être plus calme et à être plus poli avec les gens. Je m'appelle Zoé, j'ai 7 ans. J'aime écrire de la fiction réaliste parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles affaires et d'être fière de moi. Je m'appelle Damien, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est partir à l'aventure. Mon nom, c'est Laurélie, j'ai 7 ans. J'aime ma vie heureuse parce qu'il y a beaucoup d'émotions et ça me fait penser à ma BFF. Une BFF, ça veut dire un meilleur ami pour la vie. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois Catherine Lapointe pour parler, entre autres, des liens possibles entre la littérature jeunesse et le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. On écoute une nouvelle chronique littéraire « Raconte-moi une histoire » et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. Je m'appelle Jules, j'ai 11 ans, puis mon auteur préféré, c'est Georges Hébert Germain parce que c'est lui qui m'a montré l'importance de la lecture. Genre mon vrai sens de qu'est-ce que j'aime lire. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Et notre invitée d'aujourd'hui des livres, elle en lit beaucoup, énormément, à la folie, et elle en écrit aussi. Bonjour Catherine Lapointe, bienvenue à Images et mots à voix haute. Bonjour à vous Marie, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Catherine, on va rappeler quelques-uns de vos faits saillants aux auditeurs. On vous a reçu en entrevue en juin dernier, juste avant les vacances d'été, et vous nous aviez alors présenté votre projet, votre véhicule estival, la caravane littéraire, cette formidable initiative citoyenne qui vous fait voyager, qui permet de faire voyager les livres
pour les apporter à des clientèles plus vulnérables ou éloignées des bibliothèques. Vous étiez jusqu'en juin dernier enseignante en classe de 2e année à l'école du Campanile à Sainte-Foy et on avait convenu à ce moment-là, quand je vous ai reçu la première fois, qu'on avait besoin d'une deuxième rencontre qu'on avait souhaitée avec vos élèves. Mais la vie vous a mené sur un autre chemin, une autre expérience pédagogique. Qu'est-ce que c'est, Catherine, ce nouveau défi professionnel? Oui, j'ai maintenant la chance d'accompagner des enseignants, des équipes écoles en tant que conseillère pédagogique en français. Donc, je travaille entre autres sur le terrain avec des classes là, pour cibler, modéliser des pratiques efficaces en lecture, en écriture. Et là, je vise ultimement à développer aussi des lecteurs, des auteurs à vie. J'ai aussi le mandat de former des enseignants du primaire en vue de l'implantation massive du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise à l'automne prochain. Donc, ça m'amène à créer des liens entre les contenus et la littérature jeunesse. Alors, je me sens encore dans mon élément. Mm-hmm. Ça se traduit comment dans votre besoin d'implication sociale, ce changement de posture au travail? C'est le fait de travailler avec des enseignants, des enseignantes, plutôt que directement avec les enfants? C'est un changement de langage, mais qui porte le même message. Donc, c'est toujours de réfléchir avec les enseignants au premier plan sur l'impact de notre enseignement des dimensions de la lecture en contexte authentique. C'est une réflexion aussi pour les amener à garder un temps protégé pour la lecture plaisir, pour développer une identité de lecteur chez leurs élèves, une fréquence, un rythme, une rigueur là, dans la pratique d'écriture. Puis aussi de l'importance de migrer vers une littératie qui est signifiante, équilibrée, je dirais. Alors, ça comble une partie de mon besoin d'implication sociale, je pense. J'ai l'impression que mon aide en parallèle a un impact sur un plus grand nombre d'enfants. Je souhaite que ça fasse évoluer notre rapport à la littérature dans leur vie d'élève, mais aussi notre vie d'adulte. C'est ce qu'on souhaite, hein? L'entrevue d'aujourd'hui, on l'a fait donc sans enfants. Et on va mettre l'accent sur cette nouvelle tâche qui vous occupe, donc toujours au Centre de service scolaire des découvreurs. Vous coiffez donc le chapeau de conseillère pédagogique de français. Vous portez le dossier du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. On rappelle que ce programme-là remplacera celui qu'on nomme éthique et culture religieuse. L'implantation du nouveau programme se fait progressivement actuellement. Les écoles peuvent enseigner les nouveaux contenus sur une base volontaire et c'est à la rentrée 2024 que tous les élèves devraient y avoir accès. Vous me disiez que les liens sont possibles et nombreux entre la littérature et les thèmes de ce nouveau programme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ces liens littéraires? Oui, avec le programme Culture et citoyenneté, on explore 5 thèmes généraux. Donc, c'est intéressant de plonger dans des œuvres qui font réfléchir, mais où aussi on se reconnaît. Donc, dans le thème de la construction identitaire, on a un très bel album qui s'appelle Les gens normaux de Michael Escoffier, une enquête un peu sous l'angle sociologique de ce que c'est la normalité, et c'est avec humour, c'est l'intelligence d'Escoffier, évidemment. Oui. On a aussi Anatole qui ne séchait jamais de Stéphanie Boulay pour aborder l'identité de genre et c'est tout en sensibilité. Gloria sort du moule de Guylaine Gay pour explorer toute la diversité corporelle, l'affirmation de soi. C'est un album très accessible, c'est drôle, c'est brillant. Dans les thèmes des relations entre les humains, j'aurais 2 suggestions. On a une cachette pour les bobettes d'André Poulain pour parler de civilité, de tous les différents points de vue. C'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Je marche avec Vanessa de Kérascoët. C'est un couple de dessinateurs. Donc, c'est un album sans texte pour observer notre pouvoir sur les injustices sociales. Donc, dans Culture et citoyenneté, on va aborder ça. Dans ce qui est la quête de sens, je ne sais pas si vous connaissez L'éphémère de Stéphane Sénéga. C'est un album. Oui, c'est magnifique. Pour aborder tout le sens de la vie, sa fragilité, son privilège aussi à travers la découverte de cet insecte-là qui vit que quelques jours. Donc, ça fait réfléchir sur notre pouvoir, les choix de nos actions, qu'est-ce qu'une vie remplie, heureuse. Puis, quand on veut parler de relations entre humains et environnement, vous connaissez sûrement aussi L'Arbre généreux de Shel Silverstein. L'album philosophique sur ce qu'on prend, ce qu'on donne, sur ce qui nous reste, c'est tout le cycle de la vie, mais aussi le rapport de l'humain avec ses ressources. On peut amener une réflexion plus approfondie selon la maturité des lecteurs. On peut l'interpréter sous différents angles également. Il y a un autre très bel album, je veux pas qu'on passe à côté, ça s'appelle Forêt des frères de Yukiko Norita. C'est une autrice d'origine japonaise.
Elle offre comme un espace graphique à gauche, à droite, différent, qui permet de réfléchir sur comment on habite le territoire et nos choix. C'est vraiment superbe. Puis je terminerai avec 2 suggestions pour tout ce qui est de la vie numérique, la toile de Nathalie Lagacé, pour aller naviguer dans les pièges, mais aussi les utilités du monde numérique, l'impact non négligeable sur notre estime de soi, des jeunes, mais la nôtre aussi. Puis une nouveauté, Fake News, qui est un documentaire de Nereda Carillo pour aborder de front le phénomène de désinformation, la nécessité de développer un regard critique face à l'utilisation du numérique dans nos vies. Donc, c'est un rafale des idées de livres jeunesse, mais c'est avec intention puis prudence qu'on doit les choisir pour ce qui est de les lier au contenu culture et citoyenneté, parce que c'est primordial de laisser la place au lecteur pour réfléchir, de lui permettre d'observer différentes réalités, de faire évoluer peut-être aussi ses conceptions initiales. Donc, il faut éviter de tomber dans les stéréotypes ou la moralisation. Tout ça, c'est dans l'intention de développer une vision nuancée du monde à travers des œuvres jeunesse. Le mot nuance, ça c'est le secret. Catherine, vous excellez à mettre en valeur les livres d'ici et d'ailleurs pour les enfants, mais j'aimerais qu'on parle aussi de votre travail à vous comme autrice. On aurait pu aussi vous inviter pour une entrevue dans le segment Dans les coulisses du livre. Puisque vous avez publié 2 livres pour les enfants jusqu'à maintenant. D'abord, Copains, chez 2, illustré par Olivier Chéné, et Nos collections, illustrées par Pascal Sévigny-Vallière, édité chez Isatis. Qu'est-ce que ça raconte, Stéphanie, ces 2 livres? Catherine, oui. D'abord, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Stéphanie, mais c'est vous appelez normal, Stéphanie, en entrevue. Hein? C'est parfait, c'est parce qu'elle était en entrevue en première partie, je vous ai mêlé. Catherine, qu'est-ce que ça raconte, vos 2 livres? On la salue, Stéphanie. D'abord, Nos collections, c'est une incursion dans le monde du précieux, de nos collections d'avant, donc les fameux macarons, les albums de collants, qui sont peut-être des empreintes culturelles aussi, si on veut, à aujourd'hui. Et là, ce que je voulais, c'est jouer avec le lecteur, en lui parlant, en sollicitant ses 5 sens, son imaginaire. Donc, c'est un livre en poésie qui se veut comme un passage vers une transmission intergénérationnelle, là, qui est personnifiée par la grand-mère du livre, qui fouille dans toutes les boîtes, des boîtes qui sentent parfois quelque chose ou qui font du bruit. Donc, c'est une rencontre pour découvrir l'identité qui est cachée au fond du collectionneur, son côté artiste peut-être. Dans l'album, on lit à la fin, dis-moi quelle collection tu as, je te dirai qui tu es, car c'est tout un art que de ramasser le monde dans une boîte de chocolat. Wow. Puis c'est illustré par Pascal Sévigny-Vallière, tout en couleur, avec des références rétro, une place beaucoup pour l'invention, l'imaginaire aussi. Oui. Et Copains? Copains, contrairement à ce que l'on voit du premier coup d'œil, là, c'est plus qu'une histoire sur le pain et les amis. C'est une histoire sur la puissance des livres, des actes collectifs, qu'on pose après avoir refermé une histoire qui nous marque. Dans Copains, c'est après avoir lu Bonhomme de Sarah Van Lintut et illustré par Claude Dubois, sa mère, que les enfants les enfants de ma classe ont ressenti un besoin viscéral de se mettre en action pour nourrir les sans-abri de Québec. Parce qu'on faisait déjà du pain 1 fois par semaine pour les classes, et là, ils ont eu cette idée-là. Donc, c'est une histoire vraie, inspirée de l'idée lumineuse de mes élèves. Donc, sans la lecture de Bonhomme, Copain ne naît pas. Surtout, l'acte généreux de contribuer à apaiser la faim, ça se passe pas. Donc, je l'écris à la fin, on est plus que ce que l'on fait, que ce que l'on dit. Donc, c'est mes élèves qui ont incarné cette phrase-là. D'ailleurs, il y a presque pas d'adultes qui sont personnifiés dans l'histoire, c'est que des enfants. Donc, je voulais mettre en lumière cette interaction-là, la magie des gestes des enfants de 8 ans liés au livre. Alors, on reconnaît bien là, toute votre implication sociale. Catherine, pourquoi écrire? À quoi ça répond comme besoin chez vous? C'est tellement de belles questions, Marie, mais c'est complexe aussi. Mais pour faire court, je pense qu'au-delà de la beauté des mots, parce que je les trouve beaux, même de l'image poétique que les mots génèrent, c'est probablement le désir de créer un dialogue, de faire réagir, avoir l'impression qu'on n'est pas si seul au fond. Je pense que c'est de l'acte solidaire de l'écriture que j'aime penser qu'ensuite, après, ça devient collectif. Donc, écrire, pour moi, c'est partager mon regard sur le monde, mais c'est aussi chercher du sens avec l'autre de ce que je saisis pas encore. C'est appeler l'autre, tendre quelque chose. Un peu comme une bouteille à la mer, il y a une surprise, un déchiffrage. Des fois, il y a un apaisement ou un questionnement, mais tout ça, c'est comme le désir de se lier à l'autre.
D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture qui mijotent actuellement? Catherine, si on vous en donnait le pouvoir, qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? J'adore cette question. Je pense que tous considèrent la littérature jeunesse comme une matière de transformation sociale, une littérature à part entière qui demande du doigté intellectuel, une délinquance créative. J'aimerais ça qu'on en parle plus dans les médias qui se consacrent déjà à la littérature adulte, qu'on sorte les œuvres pour la jeunesse des niches qui sont déjà bien ancrées en éducation. Les enseignants, c'est des passeurs culturels qui sont déjà assez formidables comme ça. Que l'on se partage la responsabilité de créer des lecteurs à vie, que l'on se donne les moyens de nos actions pour que ça devienne une priorité nationale. Ah, ça, là, vous savez hein, que c'est un des éléments du manifeste de On a tous besoin d'histoire, hein? Que tout le monde dans la société prenne cette responsabilité-là. Bon, moi, j'aime ça me vanter de ça, puis dire que Imagez-moi à voix haute, c'est un véhicule pour cette part des médias, mais effectivement, dans les médias les médias écrits notamment, qu'on en parle davantage. Ben, je vous seconde, on est deux là-dedans. C'est génial. Et ce manifeste-là voyage dans la caravane, d'ailleurs. Ah, bravo! Excellent! Oui, ben j'en ai plusieurs qui sont en révision sur le bureau d'un éditeur. C'est des projets assez singuliers. Ils sont tous différents. Je suis curieuse de les voir évoluer. Pour moi, c'est d'ailleurs un grand privilège de pouvoir travailler en collaboration avec des maisons, des artistes, parce que l'étape de jumelage avec un illustrateur, c'est précieux, entre autres, c'est enivrant. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est astucieux, sensible, pour rester en cohérence avec le texte, mais c'est aussi colossal comme travail en termes de temps et d'énergie. Oui, puis c'est intéressant. Les éditeurs, ils ont cette tâche-là de trouver le bon illustrateur qui ira avec le bon texte. C'est tout un défi, hein? Oui, tout à fait. On a une tradition à Imagemo. Quand on reçoit des invités qui écrivent, on leur demande de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Parce que vous nous en avez déjà donné beaucoup, là. Mais une dernière pour la route? Oui, j'ai un petit coup de cœur qui s'appelle « Te laisser partir » de Daniel Chaperon, illustré par Nathalie Dion. Pour moi, ça, c'est une histoire réussie. Donc, c'est une petite fille qui attrape un arc-en-ciel dans un bocal, elle le tient captif. L'arc-en-ciel finit par dépérir, alors elle pose le geste de le libérer, mais non sans difficulté, mais par amour. Alors, les mots qui sont choisis, c'est avec sensibilité pour parler, oui, d'amour, mais aussi de possession, d'attachement, sans moraliser le lecteur. C'est à hauteur d'enfant, ça élève aussi les adultes, donc le double lectorat est comblé. Le côté graphique est doux, rétro, on est chez Comme des géants. Rapport texte-image en cohérence, une finale forte, ça laisse de la place pour réfléchir, comprendre, évoluer. Ce livre-là, moi, je trouve qu'il vit encore une fois refermé. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire, il vit encore une fois refermé? Dans notre tête, dans notre cœur, dans les liens qu'on peut faire dans notre vie pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est des fois de tenir captif. Ça peut être une petite bête, une petite bestiole qu'on a trouvée ou même dans l'amitié qu'on a entre nous, est-ce saine ou toxique? Donc, on peut réfléchir en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Il est vraiment superbe. Ah, je retiens ça. D'ailleurs, merci pour cette suggestion et je rappelle que les auditeurs vont pouvoir la retrouver sur le site de l'émission, comme tous les autres titres que vous avez mentionnés. Vous allez m'envoyer votre liste. Hein? Bien sûr. Je vous remercie, Catherine, pour cette rencontre. Merci pour les étincelles dans les yeux, pour le dynamisme, pour l'enthousiasme, pour votre implication dans tous les milieux, pour un monde meilleur, avec ce qu'on souhaite, hein, beaucoup plus de livres à mettre dans les mains et dans les cœurs de tous et de toutes. Merci, Catherine. Bonheur renouvelé. Merci à vous, Marie. Merci, au revoir. Au revoir. Je m'appelle Olivier, j'ai 11 ans. Mon auteur préféré, c'est Luc Gélina. Parce que avant je lisais des tout petits livres écrits en gros. Puis là, maintenant, depuis que je lis ces livres, je lis des gros livres, mais écrits en tout petit. Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 7 ans. J'aime lire des bandes dessinées parce que je trouve ça amusant. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Amak, j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime quand les personnes voient comment je me sens. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Marie Barguerdjian et Mathilde Routier nous font découvrir l'album Les oiseaux de Germano Zullio et Albertine, édité par La Joie de lire. Une ode aux petits détails qui changent la vie. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Aujourd'hui, on vous fait découvrir une grande artiste suisse, encore peu connue au Québec, Albertine. En 2020, cette illustratrice genevoise a reçu de nombreux prix très prestigieux, dont le fameux prix Hans Christian Andersen pour l'ensemble de son œuvre, un prix considéré comme comme le Nobel de la littérature jeunesse. La patte artistique d'Albertine est très reconnaissable. Des personnages en mouvement, quasiment dansants, des couleurs vives, opaques et profondes, et une grande attention portée à la composition de l'image. Pour le texte, l'artiste collabore majoritairement avec son compagnon, l'auteur Germano Zullio, même pour des albums sans texte. Le duo crée des œuvres d'un très grand esthétisme qui se rapprochent du poème ou de la fable. Cette poésie se retrouve autant dans le texte de Germano que dans les illustrations d'Albertine. En évoquant justement ce dialogue intime et riche entre mots et images, Albertine dit dans un entretien en 2020 « Les dessins ne représentent pas les mots, ils leur donnent du corps, dialoguent avec eux, montrent ce qui est illisible. L'histoire m'appartient autant qu'à lui. » On doit, entre autres, à Germano et Albertine, les aventures de la vache Martha, une vache orange, pas du tout comme les autres, la série de livres promenades, de grands albums cartonnés sans texte à observer, et le splendide album Les oiseaux que nous vous présentons ici, tous ces textes publiés à La Joie de lire. Par sa profondeur et les réflexions qu'il amène, cet album, comme plusieurs de Germano et Albertine, s'adresse autant aux petits qu'aux adultes. L'histoire commence sur une double page à l'allure lunaire. Sur une petite route, au milieu d'un paysage désert et orangé, arrive une camionnette rouge. 3 doubles pages qui se succèdent sans texte et font écho à des découpes cinématographiques. Un homme descend du véhicule, ouvre son coffre et libère une vingtaine d'oiseaux de formes et de couleurs variées. Mais au fond de la camionnette, 2 petits yeux apparaissent dans l'obscurité. C'est un petit oiseau noir au bec orange qui regarde l'homme désemparé. Un petit quelque chose de plus que les autres jours. L'homme l'apprivoise avec douceur, s'assoit à ses côtés et partage avec lui son sandwich. Il lui montre comment voler. Le texte de Zullio est épuré et poétique. Il laisse beaucoup de place au lecteur pour réfléchir à ce qui se déroule dans l'illustration. Dans ce silence, l'album invite à nous questionner sur les petits détails de nos vies qui passent souvent inaperçus. Ces petits détails qu'il faut découvrir, chercher. Les petits détails sont des trésors, de vrais trésors. Il n'existe d'ailleurs pas de plus grand trésor que les petits détails. Un seul de ces petits détails suffit à enrichir l'instant qui passe. Un seul de ces petits détails suffit à changer le monde. C'est un album symbolique que nous offre ici Albertine, une fable sur notre relation à ce qui nous entoure. Alors à nous de rester attentifs aux petits détails, à les reconnaître, à les chérir dans notre quotidien, qui va souvent trop vite. On vous invite fortement à découvrir Les oiseaux de Germano Zullio et Albertine, publié à La Joie de lire, ainsi que toute l'œuvre d'Albertine. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires Raconte-moi une histoire, et celui vers le blog de Marie Barguerdjian, Arstramgram.
je m'appelle Isaac, j'ai 11 ans. Moi, je vais parler de mon auteur. Mon auteur préféré, c'est Patrick Isabelle, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir mon premier coup de cœur de la lecture. À chaque chapitre, il me donne le goût de continuer à lire. Je m'appelle Lily Rose, j'ai 12 ans et mon autrice préférée, c'est Stéphanie Lapointe parce qu'elle sait comment nous rentrer dans l'histoire et nous captiver. Je m'appelle Joao, j'ai 11 ans. J'aime beaucoup les livres d'Eiichiro Oda avec sa série de manga One Piece car l'histoire est captivante et il a du suspense. C'est vraiment cool et ça me fait rêver. Je m'appelle Damien, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est partir à l'aventure. Je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans, ma série préférée où on est les héros parce qu'il faut faire des choix pour survivre. Les actuels littéraires. D'autres idées de lecture pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 17 décembre, à Marie raconte, je lis Touctou et Grand Loup de Roxane Turcotte et Laura Giraud, publié aux éditions Les 400 coups. C'est Touctou, un jeune caribou, qui raconte cette histoire de Noël qui sort des sentiers habituels, nous amenant loin de la frénésie de la surconsommation. Entre Touctou et Grand Loup, l'ambiance est parfois tendue. Le caribou rencontre un jour un personnage mystérieux qu'il nomme Barbe Longue et qui changera sa vie. On en écoute un extrait. Oh, ici l'illustration nous montre, en très gros plan, la tête de Barbe Longue de profil. Il lève la main droite et la place sur le museau de Touctou, dont on ne voit que la tête. Entre les deux, entre les yeux bleus de Barbe Longue et les yeux bruns de Touctou, la magie rose passe. Touctou se souvient. Sa main s'est posée sur mon museau. J'allais riposter, mais j'ai senti que c'était une caresse. Barbe Longue s'est penchée vers mon oreille. Sa voix envoûtante s'est répandue dans mon corps. Une force paisible me détachait du poids du monde. Je retrouvais la légèreté d'avant ma naissance. J'ai fermé les yeux de plaisir. Lorsque je les ai réouverts, le vent, la poudrerie et l'ombre avaient disparu. Je vous rappelle qu'en allant sur le site de Marie raconte, vous pouvez écouter l'histoire lue et racontée au moment qui vous convient. Cette histoire sera disponible jusqu'au début janvier. Quelques suggestions de livres parus récemment avec une touche de Noël. Cumulus Machinus d'Ugo Monticone et Orbi. C'est un roman illustré publié à la courte échelle. Connaissez-vous La vie secrète des bonhommes de neige? Ces jours de tempête, l'école est fermée, Ovid est tellement excité qu'il prend à peine le temps d'avaler son petit déjeuner avant de courir jouer dans la neige. Qu'est-ce qu'il va créer cette fois? Un immense bonhomme de neige comme l'année dernière? Un tunnel? Non, une fusée. Lorsqu'une télécommande glacée tombe du ciel, Ovid ne se doute pas qu'il s'apprête à décoller pour une aventure incroyable qui le mènera tout droit sur le nuage vaisseau où vivent les bonhommes de neige. Il y a aussi le premier arbre de Noël d'Ovila Fontaine et Charlotte Parent, publié à la Pastèque. Il fait très froid dans le Grand Nord. L'hiver est difficile pour les Inuits. Parmi les arbres de la forêt, le grand Manitou, grand esprit du bien, cherche celui qui apportera de la joie à tous. Serait-ce le mélèze avec lequel les Inuits fabriquent des traîneaux, des arcs ou des onguents? Le bouleau, malléable et robuste, ou encore la magnifique épinette noire. Veux-tu devenir l'arbre de Noël? Demande-t-il à chacun, mais l'un après l'autre, les arbres déclinent son offre, tous sauf un que le grand Manitou avait d'abord ignoré.
Et je vous propose aussi cette suggestion de Sarah de Gonze qu'on a reçue dernièrement à l'émission. Il s'agit d'albums pour les plus petits de l'autrice et illustratrice Amélie Monplaisir, la série parue chez Dominique et compagnie, Les Vavalouillas, d'adorables petites créatures. Le premier, L'histoire secrète des Vavalouillas, qui présente les petits personnages, et le second, Un coquin chez les Vavalouillas, paru cette année. Et en terminant, félicitations au trio formé par Robert Soulière, Louis Aymon et Caroline Mérola. Leur album Le Roi Badlock 13 remporte les honneurs et est le lauréat du prix littéraire des enseignants et enseignantes de français AQPF ANEL. Je m'appelle Anne, j'ai 10 ans et j'aime lire les livres dont vous êtes le héros parce que c'est toi qui décides l'histoire. Je m'appelle Gertrude, j'ai 12 ans. Mon livre préféré est Dont vous êtes les héros, le Seigneur de l'ombre. Parce que j'aime l'histoire pleine d'action comme une bataille contre les squelettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Nos invités, Stéphanie Boyer et Catherine Lapointe, Sonia Simard pour ses coups de cœur de libraire, Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour la chronique Raconte-moi une histoire, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve, je le souhaite, en 2024, le 14 janvier. Joyeuses fêtes à tous.